en toute liberté à nouveau, et j'ai le grand plaisir et le grand honneur de recevoir Hervé Jubin, avec qui nous avons fait déjà plusieurs émissions, je crois 3 en tout. Tout à fait. 3 en tout. Et qui nous a fait des infidélités parce qu'il travaillait beaucoup à Bruxelles, le pauvre, j'ai cru comprendre. Et qui a bien voulu Je ne m'en plaindrai pas. Et qui a bien voulu venir nous voir cet après-midi pour discuter un petit peu de ce qui se passe dans les sujets qui nous tiennent à cœur l'un et l'autre. Et je vais commencer, je lui passerai la parole tout de suite, mais je vais commencer par une remarque fondamentale. C'est quand le mur de Berlin est tombé, on a tous cru qu'on allait avoir, dans le fond, une période d'apaisement, que l'OTAN allait disparaître, que les pays allaient de nouveau pouvoir travailler les uns avec les autres sans faire partie d'un bloc et tout, que les monnaies seraient des choses sérieuses, qu'il y aurait une concurrence entre les États, etc., que c'était bien. Et en l'espace de 30 ans, on a eu exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu une montée en puissance de la technocratie qui est absolument inimaginable. Et je crois que tous ces gens-là se sont dit, dans le fond, la technocratie, ça marche. C'est simplement que les technocrates russes étaient bêtes. Nous sommes des technocrates intelligents, ça va marcher pour nous. Et ça échoue. Et donc, le but de cette discussion aujourd'hui, c'est de voir comment c'est en train d'échouer, quelles sont les conséquences de ces échecs, quelles leçons on peut en tirer, à quel endroit il faut arrêter, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la première question, que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec ce début d'analyse ? Charles, je ne serais pas ici si je n'étais pas d'accord avec ce début d'analyse. On a le droit. Hein. J'essaierai de le préciser un petit peu. Ce qui m'a frappé, et à l'époque, je travaillais déjà à un niveau européen, c'est la croyance générale au début des années 90 que le marché devenait le principe de régulation des affaires du monde. C'est une croyance qui a longtemps perduré, et c'est d'ailleurs une croyance qui a rencontré beaucoup d'opposition. Le règne du marché, c'est affreux, tout devient marché, c'est horrible. Que vont-ils dire depuis que le marché est mis de côté ? Parce que ce qui me frappe, et c'est là où je voulais en venir, c'est que dorénavant, ce n'est plus le marché qui fait les prix des actifs boursiers, ce n'est plus le marché qui fait les taux d'intérêt sur les obligations, et en gros, le marché est totalement marginalisé. On assiste à la mise en place d'un autre système, qui est un système de collusion entre les banques centrales et les trésors publics. Et un certain nombre de grands intervenants. Qui est un système de prise de contrôle par un certain nombre de grands intervenants. Pour se faire plaisir, on va évidemment parler d'intervenants comme BlackRock, etc., qui gèrent quand même, semble-t-il, pas loin du tiers des actifs financiers mondiaux. Et on voit bien que le marché est complètement mis de côté. J'aime à citer la phrase de Peter Thiel, ce milliardaire américain, d'ailleurs assez proche de Donald Trump, qui dit « La compétition, c'est pour les faibles ». Les forts ne sont plus jamais en concurrence. Et je crois que c'est quelque chose d'absolument décisif dans le monde que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes totalement sortis du monde de la concurrence, du marché. Il n'y a plus que la Commission européenne pour croire que la concurrence pure est parfaite. Ça explique encore quelque chose au monde d'aujourd'hui. Et alors, de façon à exercer leur pouvoir, ils sont en train de prendre 2 mesures qui me laissent absolument pantois, parce que on reviendra sur la crise du Covid qui a permis une accélération du mouvement, mais ce que je vois aujourd'hui en tant qu'économiste et financier, c'est que ces autorités sont en train de nationaliser la monnaie partout. C'est-à-dire que la monnaie qui était un bien commun est en train de devenir une fonction de l'État qui lui sert à acquérir des choses dont il pense avoir besoin aujourd'hui, mais c'est plus du tout une question d'offre et de demande, si vous voulez, c'est quelque chose qui est maintenant fait partie intégrale de l'État. Et comme ils ont cette idée de faire une transformation énergétique très importante, eh bien, ils s'en servent en quelque sorte pour nationaliser l'énergie. Mais si vous nationalisez la monnaie et si vous nationalisez l'énergie, on revient à ce que vous dites, on sort complètement d'une économie de marché. Il n'y a plus rien, c'est devenu une économie purement soviétisée. C'est-à-dire que les prix des 2 facteurs les plus importants, le coût de l'argent et le coût de l'énergie, sont maintenant décidés par 3 gars dans une chambre. Oui, tout à fait, Charles Gave. C'est d'ailleurs le grand scandale du Green Deal européen. Le Green Deal européen s'affiche derrière des préoccupations écologiques. C'est quelque part une escroquerie écologique. Le vrai sujet du Green Deal européen, et on voit bien puisque l'essentiel des travaux et l'essentiel des moyens sont consacrés à contrôler l'énergie, le vrai sujet du Green Deal, c'est de donner à la Commission, et c'est donné au très petit nombre de gens qui décident de la taxonomie. Alors c'est un mot affreux. La taxonomie, ça va permettre de juger toutes les activités humaines
Prendre sa voiture, acheter dans un supermarché, évidemment se chauffer au fioul, au gaz ou à partir d'une éolienne, ça va donner une note. Et selon cette note, vous aurez droit à des crédits bancaires à taux favorisés où vous serez pénalisé, vous aurez droit à des polices d'assurance à prix préférentiel où vous paierez votre prime plus cher, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un contrôle absolu de la vie des gens. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est en train de remplacer le système des prix, qui est une merveille d'équilibre, parce que dans le fond, personne ne sait trop comment ça marche, mais on est en train de remplacer par des dictats faits par des gens que personne n'a élus. Tout à fait. La Commission européenne, à travers le Green Deal, va mettre totalement la main sur le marché de l'énergie. Et vous l'avez dit, quand on a la main sur le marché de l'énergie, on a la main sur l'économie. C'est ce qui est en jeu, c'est une prise de contrôle quasi absolue par cette structure qui n'est pas un État, dont personne ne sait exactement ce qu'elle est, c'est un objet politique non identifié, mais qui est l'accord de la Commission, du Conseil et le Parlement en faire valoir. Le deuxième élément qui me frappe beaucoup, c'est comme celui, vous l'avez dit, c'est la monnaie, c'est les taux d'intérêt. Nous devons bien mesurer aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai vu qu'AXA poussait un cri d'alarme sur ce sujet, que le marché des obligations européen est en train de suivre le chemin du Japon. Si nous ne faisons rien dans les mois à venir, la Banque Centrale Européenne va détenir plus de la moitié de la dette publique allemande et plus de la moitié de la dette publique italienne. Et nous voyons le marché obligataire se tarir, parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui ramasse tout. Et je n'exclus pas que dans les mois ou dans les années à venir, nous ayons en Europe la situation qu'on a connue au Japon. Ce sont des journées entières où il n'y a plus une seule obligation d'État qui se négocie sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prix au risque. Au risque. C'est-à-dire que celui qui détermine le risque, c'est dans le fond la Commission européenne qui vous donnera une subvention s'ils aiment ce que vous faites ou une pénalité s'ils n'aiment pas ce que vous faites. Mais ça veut dire aussi, j'avais un vieil ami américain qui disait toujours c'est merveilleux les systèmes où c'est le gouvernement qui décide des prix et des choses comme ça, parce que la première des choses qu'il faut acheter, c'est le fonctionnaire. Et c'est beaucoup moins cher que la concurrence. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne me prononcerai pas sur l'achat des fonctionnaires européens. Mais ce qui est dangereux en Europe, il y a beaucoup de lobby. On peut estimer qu'un État a une certaine légitimité. Oui. Quelle est la légitimité de la Commission non élue ? Quelle est la légitimité des institutions européennes à décider des prix du risque, à décider des taux d'intérêt et à décider de la marche des monnaies ? C'est une immense question que la conduite actuelle de la BCE, à laquelle la conduite actuelle de la BCE n'apporte pas de réponse très satisfaisante. Je voulais, si vous me permettez, réinsister sur ce point. Quand le prix du risque disparaît, qu'est-ce qui disparaît ? C'est aussi la fonction de l'entrepreneur. L'entrepreneur, finalement, c'est quoi ? En permanence, c'est quelqu'un qui arbitre entre les risques. Ce projet-là, il est risqué, mais je le fais parce que je pense que la perspective de rentabilité est supérieure au risque. Ce projet-là, il est risqué, je ne le fais pas parce que je ne vais pas prendre ce risque. Et si je me trompe, dit l'entrepreneur, je prendrai une claque. Ça disparaît. J'ai du skin in the game, tandis que là, on retombe dans un monde où c'est l'État qui prend le risque, et si ça marche pas, il double la mise, et puis il double la mise, et il double la mise. Donc le capital, les gens confondent, en l'heure actuelle, ce qui me sidère, la richesse et la monnaie. C'est-à-dire le processus de création de richesse n'a rien à voir avec le processus de création de monnaie. Là, ils sont en train de lancer un processus de création de monnaie invraisemblable, tout en étranglant le processus de création de richesse qui est la vieille création destructrice de Schumpeter. Mais comment vous voulez que ça marche ? Tout à fait. Donc quand les mécanismes de prise de risque sont totalement bloqués ou plutôt anesthésiés parce qu'il n'y a plus de prix au risque, vous avez vu que l'Italie comme l'Espagne en prennent dorénavant à taux négatif. Quand on voit la situation de la dette publique dans ces pays, quand on voit la situation des risques dans ces pays, et aussi en France dans l'après-Covid, c'est absolument sidérant que nos pays empruntent à moins de 0%. C'est une situation totalement aberrante. Vous savez que c'est un faux prix. C'est exactement un faux prix. Quand on vit avec des faux prix et des fausses balances, en général, ça se termine mal. Et la question que j'avais envie de vous poser, Charles Gave, c'est comment on va en sortir ? Ce que je vois pour ma part avec beaucoup d'inquiétude, c'est ce que vos amis américains appellent « the debasement of money », c'est le fait que nos monnaies ne sont plus que des fiat currencies et n'ont plus aucune valeur, sinon la confiance que le citoyen a dans l'État ou dans la banque centrale qui gère la monnaie. Cette confiance est en train de disparaître. Ça ouvre le champ, un champ gigantesque, au Bitcoin, aux monnaies numériques, à Ethereum, à ce Diem qui est en train de remplacer le Libra, etc., etc. Et je vois monter le mouvement disant les gouvernements, les banques centrales sont incapables de gérer les monnaies de manière fiable, mieux vaut faire confiance à des monnaies privées et mieux vaut faire confiance à des émetteurs privés de monnaie. Ça, c'est un mouvement qui est en train de se dessiner. C'est un mouvement qui est en train de se dessiner, mais il y a la contrepartie que j'ai signalé à mes clients depuis un certain temps d'ailleurs, dans le monde entier, c'est de dire, on prend
Je suis un vieux routier, hein, ça se voit. Mais dans les années 70, le prix du pétrole, l'énergie, était passé de 1 dollar à 33 $ le baril en l'espace de 10 ans. Hein. Ça avait été une crise absolument gigantesque. Donc ce qui s'était passé, c'est que la bourse s'était effondrée, ça avait été épouvantable. Et puis il y avait eu deux sortes de pays. Ceux qui avaient monétisé la hausse des prix du pétrole, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et ceux qui avaient dit on ne monétisera pas la hausse des prix du pétrole, l'Allemagne, la Hollande, la Suisse. Et ce qui s'est passé une fois que, sur le moyen terme, c'est que le Deutsche Mark, le franc suisse et la Guilder sont montés comme des folles vis-à-vis des trois autres. Vous remplacez le Covid, vous remplacez la hausse des prix du pétrole par le Covid, et vous voyez qu'il y a des pays qui ont monétisé et des pays qui ont refusé de monétiser, qui sont tous en Asie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'acheter du Bitcoin, on peut s'acheter du yuan, on peut s'acheter tout ça. Ils ont la masse monétaire en Chine est la même qu'il y a 2 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans toutes les autres crises du monde capitaliste précédent, la Chine avait toujours suivi une politique keynésienne, baisse des taux, hausse de la masse monétaire. Et là, non. Cette fois, non. Donc, ils sont en train de se positionner comme toute l'Asie, comme l'endroit, le réceptacle de toutes nos épargnes qui sont en train d'être spoliées chez nous, aux États-Unis, en Europe. C'est-à-dire que vous allez avoir une hausse des monnaies asiatiques phénoménale dans les années qui viennent. Avec d'autant plus d'attractivité qu'un ami de Hong Kong me signalait que pour lui, le niveau d'activité en Asie, depuis à peu près la mi-novembre, est passé au-dessus de ce qu'il était avant le Covid. Absolument. Alors qu'on envisage au mieux pour la France un niveau d'activité en 2022. Donc voyons le retard que nous sommes en train d'accumuler. Je pense que les processus de sous-développement que tous les Français ont découvert avec la gestion catastrophique du Covid, pas de masques, pas de tests, etc., les incohérences multiples du gouvernement, je crois que nous sommes dans un processus de sous-développement dont les conséquences économiques et monétaires vont être écrasantes dans les années à venir. Écrasantes, c'est-à-dire que vous savez ce que disait Brejnev à Nixon quand Nixon lui demandait comment il faisait pour tenir sa population, et Brejnev avait répondu on fait semblant de les payer, ils font semblant de travailler. Mais ça s'est mal terminé quelques années après, mais c'est ce qu'on est en train de faire en France. On est en train de faire semblant de payer des gens, de rien foutre, mais derrière cet argent qu'on le distribue, il n'y a pas de richesse créée. Donc on a un gap qui se crée, qui ne peut... Une autre façon de dire la même chose en tant qu'économiste, c'est que les gens me disent pourquoi n'y a-t-il pas d'inflation? Je leur dis mais vous comprenez pas. L'inflation, en bon français, c'est la hausse de la masse monétaire. Donc nous sommes en pleine période inflationniste. Même hyperinflationniste. Hyperinflationniste. Donc dans les années 70, ça s'est porté sur les prix de détail. Dans les années 2000, ça s'est porté sur le prix des actifs, et maintenant ça va se porter sur les taux de change. Et je crois donc qu'on va vers Vous voyez ce déplacement. Ce déplacement, c'est-à-dire que c'est les prix relatifs qui vont bouger, puisqu'on n'est pas... On est plus rentable, on est plus concurrentiel, on refuse, on maintient des zombies en vie, etc. C'est les taux de change, en quelque sorte, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la rentabilité du capital investi va s'écrouler en Europe et va rester bonne de l'autre côté. Donc, je porte pas de jugement de valeur sur le régime politique chinois, coréen ou j'en sais rien, c'est pas mon boulot, mais ce que je sais, c'est que ce que font les Européens et les Américains aujourd'hui est profondément immoral et injuste pour tous les gens, pour tous les épargnants. Tout à fait. C'est un vrai scandale, quoi. On voit les moyens de cette injustice, voire de la spoliation des épargnants, quand on s'intéresse de près à ce que veut faire la BCE, notamment avec la monnaie numérique Banque Centrale, oui. Quand on voit les injonctions de supprimer les paiements en espèces, on voit bien l'idée qui est d'obliger tous les Européens à avoir directement un compte auprès de la Banque Centrale Européenne qui pourra être crédité l'hélicoptère monnaie pour inciter à la consommation, mais qui pourra aussi être bloqué, où on pourra bloquer les paiements, bloquer les virements. Et on voit les injonctions extrêmement fortes. Alors à Bruxelles, c'est très sensible. À peu près nulle part, on ne peut plus payer en espèces. Ils n'acceptent que les cartes sans contact, le Covid étant une merveilleuse occasion de dire on ne veut pas toucher ces pièces et ces billets, qu'on touche d'autres mains, c'est sale, c'est porteur de maladies, etc. Donc tout sans contact, ce qui veut dire tout contrôler, tout tracer, et ce qui voudra dire bientôt que l'argent de vos comptes bancaires sera directement contrôlé par la Banque centrale, ce qui peut laisser libre cours à toutes les manipulations et à toutes les spoliations. Toute l'exploitation, il suffit de dire vous avez trop d'argent, tiens, je vais vous le piquer maintenant parce que j'en ai besoin pour payer mes fonctionnaires à la fin du mois. Donc c'est quand même le phénomène extraordinaire, c'est 30 ans après la chute du Berlin, l'impression que ça donne vu de l'extérieur, c'est qu'il y avait, mettons, des intérêts puissants que j'appelle ceux du capitalisme de connivence, vous savez, tous ces gens qui ne fonctionnent qu'en réseau avec l'État.
Tant qu'il y avait le monde communiste, ils n'osaient pas trop voler dans le monde capitaliste. Ils en respectaient les règles. Mais maintenant que le monde communiste a disparu, ils sont déchaînés. Ils se précipitent pour piller au maximum. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, le monde est tombé sous la coupe d'une classe criminelle, qui sont ces gens qui sont arrivés au sommet, qui ont des liens entre banquiers centraux, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, il y a quelques années, j'avais rencontré Hassan Mand, l'homme qui était le gouverneur de la Banque centrale du Kansas, vous savez, dans le réseau de la Fédérale Réserve. C'est un homme très éminent, et donc on avait discuté ensemble, il voulait me rencontrer parce qu'il aimait bien les papiers que j'écrivais à l'époque. C'était un client, et il m'avait dit à la fin, mais Charles, vous êtes tout à fait charmant et sympathique, mais il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que les États-Unis, à la fin, pendant les années Clinton, sont tombés sous la coupe d'une mafia criminelle. Il était banquier central, hein. Il votait à la Fed. Il a voté 8 fois de suite contre Bernanke. Il a le record d'avoir voté contre son chairman 8 fois de suite. Les États-Unis sont tombés sous la coupe d'une... Et la question pour les États-Unis, c'est comment allons-nous récupérer notre démocratie contre ces criminels? Et la réponse, aussi curieux que ça paraisse, ça a été Trump. Mais vous voyez à quel point ils sont en train d'essayer de s'en débarrasser. Et la grande inquiétude, c'est que l'Europe et certains pays en Europe sont la base de repli de ce capitalisme criminel. Absolument. Parce que je crois que ce capitalisme criminel est très ouvertement à l'œuvre en Europe. Je pense au scandale récent des vaccins. Oui. Je pense aux collusions monstrueuses d'intérêts qu'il y a derrière les fabricants de vaccins. C'est quand même des marchés à beaucoup de milliards d'euros. Et le Remdesivir, où la Commission européenne en achète combien de milliards? Oui, par centaines de millions. Ce sont surtout les vaccins pour lesquels la Commission européenne s'est arrogé le droit de négocier directement avec les laboratoires pharmaceutiques sans aucune transparence, sans avoir à justifier les prix, et surtout en ayant cet accord léonin qui n'est pas conforme au droit européen ou au droit français. La Commission européenne a assuré aux laboratoires qu'il n'y aurait aucun retour en cas d'effets secondaires indésirables, protégés contre toute action en justice s'il y a des effets secondaires indésirables. C'est totalement contraire au droit européen, c'est totalement contraire au droit français. La Commission a pris sur elle d'accorder cette clause aux laboratoires qui fourniraient l'Europe. Alors, je voudrais vous poser une question, puisque nous sommes dans ce monde tout à fait étrange où dans les 2 dernières années, nos libertés fondamentales, constitutionnelles, ont reculé comme jamais. Quel recours on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons toujours, et je l'ai beaucoup répété... C'est pas le Conseil d'État qui va me sauver. Hein. Nous avons encore, et je l'ai beaucoup répété à l'occasion de la campagne européenne, en France, nous pouvons encore voter. Le drame de la France, c'est que les Français ne le comprennent pas, c'est le taux d'abstention. Mais parce qu'ils y croient Le drame plus. de la France, c'est aussi qu'ils ont l'impression que bonnet blanc et blanc bonnet, ils votent à gauche, ils votent à droite, de toute façon, c'est la même politique qui s'implante. C'est ce qui était le cas. Voyons Hollande, il faut mettre à mal la finance pour finalement devenir l'un des présidents qui s'est le plus agenouillé devant la finance internationale. Il faut réoffrir de véritables alternatives, il faut avoir des offres politiques contrastées, et puis il faut faire ce qui est probablement le plus difficile pour un politique, il faut tenir ses engagements ou tenir ses promesses. Avoir du courage. Mais si la France, si l'Europe veulent se débarrasser du capitalisme criminel que vous évoquez, ça n'est certainement pas l'Union européenne telle qu'elle est qui le fera, ça ne passe que par le bulletin de vote et par les urnes. Et c'est pour moi, à l'origine de mon combat politique, il faut persuader les Européens et les Français de retourner aux urnes. Nous avons encore la chance de pouvoir voter. Je ne sais pas si on pourra encore le faire dans quelques décennies ou dans quelques années. On le voit très bien aux États-Unis. Il faut continuer à voter. On le voit très bien aux États-Unis. Ce qui compte, c'est les gars qui comptent le vote et pas les gars qui ont voté. Quoi. Vous savez, c'est la Les États-Unis ont une longue tradition de fraude électorale. Oui, mais pas à ce niveau-là. Heureusement, nous n'avons pas à ce niveau. Nous n'avons probablement pas à ce niveau-là dans la plupart des pays européens. Non, mais c'est qui était en général le cas d'ailleurs du Parti démocrate. Mais enfin, bon. C'est ce qui est très proche du détournement des votes. Et revenons à notre thème. C'est actuellement le détournement de l'idée de marché. Le marché ne dit plus les prix, le marché n'organise plus la rencontre de l'offre et de la demande. Le marché est complètement truqué et faussé. J'ai peur que les accidents économiques et sociaux vers lesquels ça nous conduit soient terrifiants. D'abord, soient terrifiants, et ensuite on dira c'était la faute du libéralisme. Et bien sûr. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes totalement sortis du libéralisme. Vous savez ? Ah ben, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire, on n'a pas pris de marché, on a des monnaies qui ne sont pas des monnaies. Je veux dire, nous avons quitté le libéralisme pour tomber sous une forme d'hypercapitalisme, et qui est probablement ce qu'il y a de plus proche avec le capitalisme criminel que vous dénonciez. Voilà, et ça est arrivé à partir du moment où l'euro est arrivé comme par hasard. Quoi. C'est depuis là où ça n'a pas cessé de se détériorer. Donc vraiment, on a un gros problème qui est là, c'est
c'est un problème politique, mais pas au sens de la politique, au sens du politique. C'est-à-dire que on voit bien que dans nos sociétés, il y a des intérêts très puissants, très lourds, très riches, très bien financés, qui ont pris le contrôle un petit peu de nos sociétés, des médias, de la politique. Et là, c'est quelque chose contre lequel on n'est pas vraiment armé, parce qu'on a abandonné toute une série de nos souverainetés qui autrefois nous auraient permis de lutter. À partir du moment où vous n'avez pas votre souveraineté juridique, vous n'avez pas votre souveraineté monétaire, vous n'avez pas votre souveraineté territoriale, etc., qu'est-ce que vous faites? Ce que je veux dire, c'est que on est mal barré. Toi, je ne suis pas d'une nature pessimiste. Perte de souveraineté, donc perte d'autonomie des peuples, donc perte de la démocratie. Ça veut dire que nous sommes en train de basculer dans un régime totalement différent. Et je le répète, ce régime totalement différent, par rapport à tout ce qui nous a porté depuis 30 ou 40 ans, l'avènement du marché, la montée du libéralisme, du marché, de la concurrence, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Ce qui est grave dans la situation actuelle, c'est qu'on pourrait reprocher une étatisation, on pourrait reprocher un pouvoir accru des États et des nations. Mais c'est pas le cas. C'est pas les États et les nations, ce sont des intérêts privés qui sont en train de prendre un pouvoir absolument inouï. Des intérêts privés, mais qui sont très copains avec des intérêts publics. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une espèce de... Pensez-vous, Charles Gave, que nous ayons un gouvernement français? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des superintendants de la ferme mondialisée. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait passer pour un gouvernement français, ce sont les intendants qui gèrent pour le compte d'un certain nombre de ces très grandes maisons privées que nous évoquions, gérants de capitaux, détenteurs de quelques fortunes parmi les premières mondiales, détenteurs du pouvoir numérique, détenteurs du pouvoir qui est le pouvoir sur la vie, les biotechnologies, etc. Oui. Et je pense que la France est gérée dans l'intérêt de ces pouvoirs, mais il n'y a plus de gouvernement français qui tienne, il y a les intendants de la ferme mondialisée. Et alors à ce moment-là, on revient à saint Thomas d'Aquin, si j'ose dire, c'est que c'est une tyrannie. Et si vous voulez, saint Thomas d'Aquin précise bien qu'il est légitime de se révolter contre la tyrannie. C'est-à-dire que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il existe une solution légale. Encore, mais à un moment ou à un autre, les peuples vont se révolter, comme ils sont révoltés en Union soviétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment ou à un autre, on va avoir la chute du mur de Berlin. Vous savez, ce qui m'empêche d'être complotiste, c'est que jamais les complots ne marchent dans le long terme, parce que les complotistes s'exagèrent toujours à eux-mêmes leur pouvoir et leur influence. Et je suis persuadé que l'idée, si elle est juste, du Great Reset, de ces quelques très grands acteurs qui s'imaginent faire la réinitialisation du monde, se dispenser du politique et mettre les peuples en pilotage automatique, ce sont des algorithmes, des systèmes d'intelligence artificielle qui géreront le monde et les nations, et eux en tireront les profits. Ça ne marchera pas, parce que de toute évidence, ces gens s'illusionnent sur leur pouvoir, sur leur intelligence, et sur leur capacité à gérer le réel. Et sous-estiment la liberté. Et sous-estiment bien sûr les forces de la liberté qui l'emportent toujours dans le monde. Qui l'emportent toujours, c'est ce que disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Mais je suis quand même surpris... Mais les accidents sur la route peuvent être graves. Mais les accidents sur la route... Et c'est ce que disait Macmillan, qui était un Premier ministre britannique dans les années 60. Quand il avait pris sa retraite, il y avait un journaliste qui était venu voir et qui lui avait dit « Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans le fait d'être Premier ministre ?» Il avait dit « Events, young man, events. » Les événements, jeune homme, les événements. C'est-à-dire que ces gars-là risquent d'être chopés par un petit caillou sur la route qui fait le Covid, qu'ils ont utilisé habilement. Mais ça sera peut-être la réaction au Covid qui les fera tomber. C'est peut-être pas tellement le Covid, mais la réaction au Covid qui les fera tomber. Mais je suis quand même surpris de cette espèce de déliquescence parce que de nos démocraties, parce que bon, on nous a retiré un certain nombre de libertés fondamentales, la liberté de culte, la liberté d'enseignement, la liberté de se promener, la liberté d'aller à l'enterrement de son père ou j'en sais rien. Depuis 2 ans, à toute allure, j'ai pas de souvenir dans l'histoire qu'il y ait eu une telle chute de nos libertés fondamentales aussi rapidement. Et je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas eu plus de réaction. Parce qu'ils nous ont maintenus tous chez nous. Vous croyez que c'est à ça qu'on doit l'absence de réaction? C'est parce qu'on pouvait pas aller manifester, sauf si c'était pour les frères Traoré, là, mais sinon on n'avait pas le droit.
la pente vers l'obéissance et la soumission est probablement très facile et très tentante. Pour ma part, j'ai été très choqué qu'il n'y avait plus d'Antigone en France. Voilà. Le traitement des EHPAD a été monstrueux. Monstrueux. Le fait d'interdire les proches de venir dans les EHPAD voir leurs parents, leurs grands-parents, y compris à l'article de la mort, est une démission des églises, une démission des religieux absolument majeure. Et le fait que ça se soit passé sans révolte et sans émeute est quelque chose qui pour moi dit d'abord qu'il n'y a plus d'Antigone en France. Et c'est quelque chose qui dit le degré de soumission et d'obéissance auquel aujourd'hui ont été réduits les Français. Et il y a des créons pourtant. Hein. Il y a beaucoup de créons. Et très peu d'Antigone. Et très peu d'Antigone. Dans l'histoire, c'est assez classique. Et ce qui m'intéresse beaucoup quand même, c'est quelque chose qui pour moi est très profond, c'est que les mouvements de révolte, c'est toujours une minorité. C'est en général 5 à 10% des gens qui disent, bon, nos masses, c'est fini. À partir de maintenant, je tape. Et quand je vois la France, j'ai l'impression quand même que c'est une nation qui est en ébullition. Oui. Et que vont sortir des... Alors, je ne veux pas dire des choses qui n'ont pas l'air sérieuses, mais de temps en temps, j'écoute un type qui m'amuse, qui s'appelle Papacito. Vous connaissez pas Papacito? Allez sur son site, c'est un Toulousain, un ancien deuxième ligne, qui doit faire 2 mètres de haut, et qui parle, qui est un type qui est cultivé, mais qui est tout à fait du peuple, et qui parle de la France, des chevaliers, de l'honneur. Donc, je me dis, mais d'où sort-il celui-là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une résurgence. C'est une résurgence. C'est la France entière qui revient avec lui. Et je me dis qu'il va y avoir de plus en plus de Papacito. C'est-à-dire que c'est... ça va repartir. Ça va repartir, mais ça va pas repartir des classes dirigeantes qui sont... Ça va repartir des Papacitos de ce monde, quoi. C'est... Espérons-le. Dans la continuation de cet entretien, notre ami Hervé Juvin se donne un mal de chien à Bruxelles pour essayer de donner une crédibilité intellectuelle au mouvement qu'il a élu, si je peux me permettre. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ou vous trouvez que c'est un petit peu... J'essaye de travailler à exprimer de manière construite les idées qui sont celles du groupe Identité et Démocratie et de la délégation française de ce groupe. Et ben voilà, c'est très bien. Et donc, à cet effet, il sort une revue qui est là, qui va vous présenter, et qui cherche à expliquer de façon sérieuse, mais non conventionnelle, les problèmes que nous venons d'agiter ensemble, entre autres. Nous travaillons sur les pouvoirs, nous travaillons sur le monde, nous travaillons sur la vie, dans cette revue qui s'appelle Idées. Vous avez la couverture du premier numéro. La revue Idées est largement consacrée cette fois-ci à regarder le coup de force qui s'est passé au cours de l'été. Nous en avons parlé. Coup de force par lequel la Commission européenne, le Conseil européen ont pratiquement mis de côté les États dans la gouvernance économique européenne. Et c'est un vrai coup de force, c'est pratiquement un coup d'État invisible à la faveur du Covid. Nous éclairons un certain nombre d'autres grands sujets, notamment le financement de la transition écologique, dans le respect des coutumes, des traditions et dans un ancrage local qui me paraît absolument capital. Et pour le dire ainsi, cette revue, donc la revue Idées dont vous voyez le premier numéro, vous pouvez la recevoir gratuitement, vous pouvez la consulter sur Internet en allant sur le site de la Fondation idées-foundation.eu. idées-foundation.eu. Vous pouvez lire la revue Idées, vous pouvez vous y abonner, et je pense que vous y trouverez une occasion d'information différente, qui cherche l'authenticité et qui surtout cherche à dépasser le débat pour être dans le combat politique. Dans cette revue Idées, vous trouverez un certain nombre de gens dont les noms vous sont connus parmi les auteurs, puisque vous retrouverez de très excellents Xavier Hofer, puisque vous trouverez des grands connaisseurs de la situation mondiale. Je pense à Leslie Varenne sur le Sahel et la situation de l'Afrique de l'Ouest. Je pense à Richard Labévière sur la puissance maritime de la France et la nécessaire coopération européenne. Je pense à un groupe, les banquiers éveillés. Je pense à un groupe de jeunes banquiers d'affaires qui ont consacré un rapport important à comment financer le localisme et la transition écologique. Vous retrouverez cela et bien d'autres choses dans cette revue Idées, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et ça correspond dans le fond à toute proportion gardée, mais ce que j'essaye de faire avec l'Institut des libertés écrit, puis ensuite c'est
c'est que il n'y a pas de reconquête sans reconquête intellectuelle. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui me frappe quand je regarde les gens de la majorité de gauche, du centre-gauche, etc., représentés par M. Macron, par exemple, c'est à quel point leur discours est vide. Ils ne disent rien. Ils utilisent des mots, mais ça ne correspond à aucune réalité. Et donc je suis fasciné de voir que maintenant, ils utilisent le langage, dans le fond, pour occuper le terrain, mais pas pour porter un projet, pas pour porter un espoir, c'est juste pour occuper le terrain, pour empêcher les autres de parler. Vous savez, c'est que j'ai vu des enfants de 3-4 ans, quand il y en avait un qui parlait, tous les autres se mettaient à brailler pour empêcher l'autre de parler. Et j'ai l'impression que le but maintenant de tous ces gens au pouvoir, dont on a longuement parlé, c'est quand même de nous empêcher d'être entendus. Nous, entre autres. Mais c'est aussi de nous empêcher de rien comprendre, c'est d'élever un rideau de fumée entre nous et la réalité. Mais est-ce qu'il y a réellement des discours? Je pense qu'il y a du bruit. Ce que j'entends dans la plupart des discours politiques, ce qui me navre, ce que j'entends dans la plupart des plateaux télévisés, c'est du bruit. Absolument. Je n'entends à peu près rien qui fasse sens, je n'entends à peu près rien qui éclaire la situation actuelle, et j'entends encore beaucoup moins de choses qui éclairent la vision politique et le projet politique que la France ou l'Europe peuvent avoir. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de solution. Alors, ce qui est dramatique, c'est Il y a que des je le vois déclarations bien d'intention. au Parlement européen ou l'Union européenne, où la plupart des débats organisés, c'est justement pour ne pas parler des vrais sujets. La plupart des débats qui sont organisés, et je pense à ce que sera la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est justement fait pour éviter que les Européens s'en mêlent, et c'est pour éviter que les Français se mêlent de ce sujet. Donc il y aura énormément de bruit, de tumulte, il y aura des noms, des discours, des proclamations. Et je peux vous poser Tout une ça est question fait pour que les Français ne s'en occupent pas. Qui est responsable de l'ordre du jour au Parlement européen? Qui organise ces discussions? Qui vous permet de parler de ça ou de pas de ça? Qui est responsable? Vous voulez une vraie réponse? Oui. Madame Merkel et Monsieur Macron. Ah, c'est eux qui vont... Ça va jusqu'à là? De manière indirecte, bien sûr, mais de manière très réelle, oui. Je vais vous donner un exemple très simple. Le mot d'ordre au Parlement européen, le mot d'ordre en Europe, c'est qu'il faut accorder la liberté de circulation, donc il faut accorder des visas européens aux citoyens du Kosovo. Pour moi, le Kosovo est un État criminel et un État mafieux. Oui. Eh bien, l'un des membres de notre délégation, 3 fois de suite, est intervenu au Parlement en séance. Normalement, ces interventions sont toujours filmées et elles sont ensuite disponibles pour aller sur les réseaux sociaux pour être regardées. 3 fois de suite, assez curieusement, les interventions favorables à la libre circulation des citoyens du Kosovo en Europe ont été dûment enregistrées. 3 fois de suite, malheureusement, les caméras ne fonctionnaient pas quand il est intervenu. Et c'est comme ça au quotidien. C'est comme ça au quotidien que des amendements sont balayés juste parce qu'ils viennent de partis jugés non conformes. C'est comme ça qu'alors qu'il y aurait une forte majorité des citoyens pour un certain nombre de dispositions, je pense par exemple limiter les éoliennes, qui sont un vol de nos paysages et qui sont une insulte au patrimoine français, il est à peu près impossible de faire entendre quoi que ce soit de critique aux éoliennes et très honnêtement aux escroqueries financières monstrueuses auxquelles donne lieu l'installation des éoliennes. La parole sur ces sujets-là est pratiquement impossible. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont vraiment aucune connaissance historique? Ils savent pas que la censure, ça n'a jamais marché? Ils savent pas que ça s'est toujours mal terminé? Ils savent pas qu'un régime qui est bâti sur ces principes-là s'écroule? Par exemple, moi je pensais fin 87-88 que l'Union soviétique allait s'écrouler et tout le monde me disait t'es fou, ils sont solides et tout. Mais quand un régime comme ça qui est haï par tout le monde et qui est dysfonctionnel s'écroule, il s'écroule en 5 minutes. C'est-à-dire que d'un seul coup on se rend compte que c'était un théâtre d'ombre. Est-ce qu'ils savent pas ça? Le Parlement aujourd'hui c'est un vaisseau fantôme. On fait semblant de débattre de choses sans débat, tout par téléconférence. On fait semblant d'adopter des textes qui n'ont pas été débattus, qui n'ont pour la plupart pas réellement été élaborés, et qui pour la plupart ne traitent pas des vrais sujets. Tout ça, c'est un semblant de vie démocratique. Mais je reprendrai ce que vous disiez, Charles Gave, tout à l'heure. L'enseignement de la majorité des très grandes crises politico-économiques, c'est que personne ne les a vues venir. Je ne veux pas insulter nos services français, mais j'ai le souvenir de nos services français de sécurité qui disaient à François Mitterrand, encore en 88, je crois qu'il y a des papiers restés célèbres de la DST de l'époque, que l'Empire soviétique en avait pour un siècle et qu'il n'y avait absolument aucun signe d'effondrement de l'Empire soviétique. 3 ans après, c'était fini. Ce sont des tout petits événements, c'est un caillou dans la chaussure, c'est un coup d'épingle dans la baudruche qui fait qu'un régime politique qui n'a plus de légitimité et qui ne représente plus rien
s'effondre d'un seul coup. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais je suis peu confiant sur les chances du système actuel de perdurer très longtemps. Ben c'est tout ce que je nous souhaite, parce que moi, quand je regarde ça, bon, mon métier depuis toujours, ça a été essayer d'analyser la réalité, puis en voyant les faits, de voir un peu d'où ils venaient, puis d'essayer de projeter ça un peu dans le futur en me disant, bon, ben, ces tendances-là vont continuer pendant un certain temps, ce qu'on appelait les tendances lourdes à l'époque de Pierre Massé, etc. Donc, c'est ce qu'on fait tous, quelque part. Donc, on se donne un mal de chien pour trouver les faits, puis ensuite, bon. Mais quand je projette les tendances actuelles dans le futur, je ne peux pas ne pas voir un effondrement. L'effondrement, bien sûr. Il est inscrit dans le DNA de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas la première fois que j'ai essayé dans l'histoire, mais il est inscrit. Et je suis stupéfait que des gens soi-disant intelligents, qui ont fait soi-disant des études, etc., ne s'en rendent pas compte. C'est quand même... J'ai l'impression qu'on rentre dans une époque, vous savez, quand tous les pétainistes sont partis faire un tour dans le château en Allemagne, je sais plus comment il s'appelait, dans 45, vous savez, et qui se battaient comme des fous pour savoir qui était ministre de l'Intérieur ou qui était ministre de... Ils sont tous partis à Sigmaringen. Sigmaringen, c'est ça, Sigmaringen. Et là, ils étaient là, ils se disputaient pour savoir qui était le... Tout à fait. Ils discutaient des postes de ministres. Ils discutaient des postes de ministres qui devaient être ceci ou cela. Et là, j'ai l'impression que tous ces gars-là, ils sont là. Et quand je vois Madame Lagarde, qui a quand même coûté la peau des fesses au FMI, qui a réussi à perdre 80 milliards de dollars en prêtant de l'argent au Mexique, alors qu'elle n'aurait pas dû et que tout le monde lui disait qu'il fallait pas le faire, je me dis, bon, elle a atteint son seuil d'incompétence depuis très très longtemps, mais elle peut faire encore des dégâts gigantesques si elle continue comme ça à imprimer de l'argent qui ne veut rien dire pour acheter des choses qui ne rapportent rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il me semble que on est dans un théâtre d'ombre, qu'il pourrait s'écrouler à tout moment, mais pour l'instant il se passe rien, quoi. Il y a probablement encore aujourd'hui, alors je ferai une réponse très politique là-dessus, il y a probablement encore aujourd'hui un nombre suffisant de Français, d'Allemands, d'Italiens, etc., qui s'imaginent qu'ils ont intérêt à ce que le système perdure. Je crois que ce qui pourrait marquer la fin, c'est qu'il y a un moment où on va se rendre compte qu'il n'y a plus qu'une toute petite minorité qui intéresse que le système perdure. Je pense que c'est là d'ailleurs que sera le combat politique. C'est de faire prendre conscience à la majorité des Français, à la majorité des Italiens, à la majorité des Allemands. Ça pourrait commencer en Italie d'ailleurs. Ils n'ont pas intérêt, leur intérêt réel, l'intérêt même de leur survie, l'intérêt de l'avenir de leurs enfants, ce n'est pas que ce système perdure. C'est peut-être ce qui est en train d'ailleurs de se passer en France actuellement. On ne va pas revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, on ne va pas revenir sur les tensions qu'on sent bien dans la société française. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus des 2/3 des Français qui sentent bien qu'eux-mêmes, leurs enfants et les enfants après eux, sont perdants au système actuel. Alors, il va falloir à ce moment-là qu'il y ait une offre politique nouvelle qui vienne, mais elle ne peut pas venir des gens qui ont participé à ça depuis un grand temps. Il faut qu'elle vienne un petit peu d'ailleurs, d'en bas, d'en dessous, du peuple. Il va falloir être créatif. Ce sera peut-être le sujet d'un autre débat. Absolument, je suis content. Justement, ce sera un autre débat. Bah, écoutez, moi j'aime bien ces réunions qu'on a tous les deux. Tout à fait. Parce que nous essayons d'aller au fond des choses. On essaye d'aller au fond des choses, et puis on n'est pas d'accord sur tout, mais ça c'est pas grave. Mais vraiment, je suis content que vous veniez, puis je suis content de vous revoir parce que ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas vu. Donc... Merci de votre accueil et certainement à très bientôt.